Voilà. Julie, tu nous dis quand on est en ligne. Encore. Ah oui. Toujours un petit délai. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Alors, Ouais. bonjour à tous. On est heureuse aujourd'hui d'être là pour vous présenter la clinique Fertilab, où nous avons deux personnes qui la représentent aujourd'hui. Donc, tout d'abord, le docteur Moffat et ensuite Esther, qui va commencer par nous présenter la clinique. Et ensuite, le docteur Moffat va enchaîner plutôt sur le côté traitement et on pourra lui poser des questions. Je lui poserai aussi certainement des questions. Et puis, vous aurez aussi la place pour vos questions. Alors, Esther, je vous laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live. Je m'appelle Esther Ojeda, je fais partie de l'équipe internationale de Fertilab. Nous sommes une clinique qui est emplacée à Barcelone et nous faisons des traitements tout à fait personnalisés, dans le sens que les patients, tout le temps, sont le même gynécologue pendant tout le long du processus et la seule et même coordinatrice. Donc, nous essayons de rendre toujours ce schéma le plus humain et beau possible. Donc, je cède donc la parole au docteur Moffat, docteur Federica Moffat, directrice médicale de Fertilab. Merci beaucoup à tous. Bonjour, et je suis vraiment ravie de pouvoir être en connexion avec des patientes et des associations qui peuvent aider les patientes à prendre les bonnes décisions, hein, parce que finalement, dans le parcours de la PMA, c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies nous aident beaucoup. On parlera aussi des nouvelles technologies et de comment on peut maximiser ses chances. Mais c'est vrai aussi que c'est un parcours, surtout quand les patientes sont à distance, elles se retrouvent à devoir choisir la clinique vers laquelle se retourner, qui est un parcours de décision. J'aime bien dire toujours que notre but, c'est d'accompagner les patientes vers l'obtention d'une grossesse et d'un bébé en bonne santé, dans aussi un délai court, hein, parce que ça, c'est important. On parle toujours des probabilités de réussite, mais je pense qu'on ne parle pas assez du fait qu'il faut faciliter la vie aux patients. Donc, on est là justement, pas seulement les médecins, donc l'accompagnement est fondamental d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue psychologique. Merci beaucoup, docteur. Alors, c'est vrai que nous, vous le savez, avec Julie, sur quelle clinique on aime vraiment travailler avec des cliniques qui ont cette approche individualisée, parce que pour nous, c'est important que vraiment vous vous sentiez bien dans ce traitement. Finalement, comme on le dit tout le temps, il y a beaucoup, beaucoup de cliniques et alors, il y en a moins bonnes, bien sûr, mais il y a beaucoup de cliniques qui ont des bonnes capacités, c'est-à-dire un laboratoire avec tout ce qu'il faut. Et finalement, ce qui va vraiment différencier une clinique, c'est son approche individualisée parce qu'elle va vous prendre vraiment dans votre unité. Vous êtes un couple, vous avez un passé, pouvez avoir certaines difficultés et l'idée, c'est vraiment de vous proposer cette approche individualisée. Alors, on peut, bien sûr, les traitements, c'est toujours, il n'y a pas 50 000 traitements, donc faut toujours, on a toujours une même base. Mais après, l'idée, c'est de pouvoir faire des propositions supplémentaires et puis vraiment axer selon le désir des futurs parents. Et puis, j'aime beaucoup votre idée que ce n'est pas seulement le fait d'avoir un bébé, mais c'est vraiment de rendre ce parcours, parce que c'est un peu la mission aussi qu'on partage avec Julie, c'est la mission de rendre ce parcours le plus agréable et le plus facile possible, le plus serein, le plus rapide aussi. Et puis, nous aussi, notre mission, c'est qu'il soit le moins cher. Parce qu'on sait que les traitements sont chers à l'étranger. Souvent, vous devez quand même payer une grosse partie de votre poche. C'est pour ça aussi qu'on se met en collaboration avec des cliniques. C'est pour aussi négocier des tarifs avantageux. Et puis, quand on dit moins cher, ce n'est pas forcément l'idée, ce n'est pas d'avoir un traitement qui est moins cher, mais de se dire on va s'orienter rapidement vers le bon traitement et pas tâtonner parce que finalement, d'ajouter des traitements, ça va coûter très cher.
Voilà. Oui, donc Ça, je voilà. peux me relier à ce dernier discours. Comme vous dites, le traitement moins cher, parfois c'est, comme vous dites, le bon traitement au bon moment. Parce C'est ça. que on se retrouve parfois à avoir des patientes qui ont fait des dizaines de traitements avec des probabilités de réussite qui étaient à la base très faibles. Et finalement, elles ont épuisé leur capacité financière, psychologique, le temps, etc., pour arriver finalement épuisé au bon traitement. Donc, si déjà on évite cet épuisement sur la route, hein, c'est déjà beaucoup gagné. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais me permettre de commencer par vous poser quelques questions sur la clinique, mais qui, je pense, intéressent pas mal les personnes. Vous faites combien de traitements par année? Alors, c'est une question qui peut paraître comme ça, mais c'est vrai qu'on se rend compte de un peu la taille de la clinique en sachant Oui. le nombre de traitements. Voilà, il faut dire que, comme beaucoup de cliniques en Espagne, une grosse partie de notre activité est avec des donneurs, notamment Fertilab a sa propre banque, hein, des spermes et aussi d'ovocytes, ça s'appelle Fertibank, hein. Et donc, si on parle d'activité au niveau général, on peut dire qu'on fait presque 1 000 de ponction par an, hein, entre fécondation in vitro et cycle de don d'ovocytes. Si, ça donne déjà une idée de la taille de la clinique. On a après tous les traitements qui sont insémination intra-utérine, transfert d'embryons congelés, aussi les traitements, on fait des traitements aussi pour des couples homosexuels qu'on s'appelle ROPA, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler du ROPA. Donc, voilà, c'est ce type d'ordre de nombre de traitements qu'on fait. Ce qui est, voilà, alors si on compare un petit peu aux autres cliniques, ce qui est déjà un bon nombre, et ce n'est pas non plus un nombre énorme, donc ça veut dire ce qui garantit quand même ce côté justement individualisé, c'est que vous avez quand même encore le temps vraiment à consacrer aux patients. Et pour avoir une fois été en collaboration avec le docteur Moffa, mais bon, c'était quand vous étiez dans une autre clinique, vraiment, je sais qu'elle est vraiment très investie et elle prend le temps de discuter avec les patients, quoi. C'est très important pour elle et j'étais étonnée, mais en bien. Enfin, peut-être ça devrait être naturel, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'était très positif. Et aussi, combien de médecins parlent le français, parce que nous, on a principalement que des Français, et de coordinatrices. Ça, c'est aussi important pour nous. OK. Nous, dans l'équipe médicale, on est 6, bientôt 7 médecins. Je dis 7 parce que j'ai déjà, donc d'ici très peu, on va avoir un 7e médecin, un gynécologue. Et donc, on est 3 à parler français d'une manière assez fluide pour pouvoir mener des consultations en solo, directement avec les patients. Après, ça peut arriver qu'il y a un médecin qui n'est pas trop fluide en français, qui est accompagné par une assistante, mais de plus en plus, voilà, c'est presque la moitié de l'équipe de médecins qui actuellement est francophone. Et les assistantes francophones, Esther, tu peux peut-être m'aider. On est Dizaine 9 francophones. 9 assistantes francophones, donc, enfin 12 au total. 9 assistantes. Après, il y a 2 filles qui parlent français de premier contact, qui s'occuperont de toute première information. Et moi, je fais tout ce qui est les collaborations avec les gynécologues et les plateformes francophones. Donc, en tout, on est comme une quinzaine de filles dans l'équipe internationale qui parlent en français. Donc, c'est quand même, vous avez un bon pôle international. Ça, Tout à fait. D'accord. Et on s'entend super bien aussi entre nous. Donc, ça, c'est important aussi à le dire qu'on est une super bonne équipe. Ça, c'est important aussi. Tout à fait. Et puis, j'imagine, alors je le pose quand même comme question, mais j'imagine que vous proposez un peu tous les traitements qui sont possibles actuellement. Vous avez parlé de repas, FIV avec nom d'ovocytes, FIV, j'imagine diagnostic préimplantatoire, enfin screening préimplantatoire,
voilà, enfin tout ce qui est possible. Vous avez donc un laboratoire dans la clinique, Dans le centre. Oui, oui, voilà, oui. dans le centre. Et Ouais. dites-moi. Non, non, ça aussi, c'est une. Voilà. Il y a plein de changements. Fertilab existe depuis 25 ans. D'accord. Elle a été fondée par une biologiste et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, hein, parce que vraiment, le noyau d'une clinique de fertilité, surtout vis-à-vis des résultats au niveau technique, tout se passe au niveau de laboratoire. Et le fait que Fertilab a été fondé il y a 25 ans par une biologiste, ça rend l'idée de là où on trouve qu'il faut vraiment mettre un maximum de technologie. Hein. Après, on parlera des technologies. Quand vous parliez des traitements, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important de parler de la vitrification des ovocytes à titre personnel, c'est-à-dire de la préservation de la fertilité. Moi, personnellement, avant, quand je travaillais dans les universités, notamment en Belgique, je me suis occupée beaucoup de préservation de la fertilité dans les patientes avec cancer. Hein, ça, c'est une autre histoire. Mais la technologie nous aide aussi à aider les patientes à étudier des stratégies de reproduction. Parce que je vois, par exemple, la vitrification comme une vraie stratégie de se dire, j'ai 30, 35 ans, je n'ai pas encore un partenaire ou ce n'est pas le bon moment pour moi de la vie de tomber enceinte, mais je vais mettre de côté un potentiel fertile pour le futur. Hein. Ça aussi, c'est… Ouais, moi, pour moi, c'est vrai que alors, je vous rejoins tout à fait parce que ça c'est aussi une mission que j'aimerais pouvoir remplir, mais c'est compliqué de dire aux gens, voilà, on fait une stratégie souvent professionnelle, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, je vais faire telle école, je voudrais aller donc vraiment, on se fait un parcours professionnel et malheureusement, on nous apprend que tardivement que la fertilité, alors quoi que mon fils de 10 ans a eu un cours sur la PMA mercredi. Super. Alors, je ne connais pas le contenu, mais je pense que de plus en plus d'enfants étant nés de la PMA, je pense qu'ils ont dû, c'était un cours sur la sexualité, donc ils ont dû apprendre ça. Okay. Mais j'ai trouvé intéressant et c'est vrai que j'espère que très rapidement, il y aurait des cours, alors pas seulement d'éducation sexuelle pour dire bah, comment on ne tombe pas enceinte, etc., mais comment la fertilité marche et justement dire aux jeunes femmes à partir de 25-30 ans que la fertilité baisse et puis qu'il faut faire un plan. Comme on fait un plan de carrière, il faut faire un plan de fertilité et de se dire, voilà, si j'ai envie de repousser la maternité parce que j'ai pas envie d'avoir d'enfants à 35-40 ans, ce qui est OK, parce qu'on voit que maintenant, c'est de plus en plus tard, c'est très bien. Mais par contre, faites un check-up vers 25-30 ans, voyez où vous en êtes. Et puis si votre fertilité baisse, et peut-être même de toute façon, songez à conserver. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Ouais. Moi aussi, ça m'arrive parfois de donner des cours. Moi aussi, il y a voilà, 2 semaines, je suis allée dans une école primaire pour donner cette classe de fertilité, sexualité. Et c'est important l'éducation aussi de quel style de vie et que le tabac, par exemple, peut diminuer fortement la fertilité féminine et masculine. Voilà, qu'il peut y avoir des facteurs génétiques. Si notre maman, elle a été ménopausée à 40 ans, on a de fortes chances d'avoir une réserve ovarienne très faible. Des choses qu'on ne parle pas. On parle simplement de comment éviter les grossesses et on passe directement d'éviter la grossesse à la rechercher avec des chances très faibles. Exactement. Et c'est vrai que voilà, vous parliez de la cigarette, effectivement, il y a le mode de vie, le stress, on est tous impactés. Enfin, il y a beaucoup de choses et effectivement, c'est vrai que les jeunes femmes ne sont pas mises au courant et les jeunes hommes aussi, parce que les hommes, on a l'impression que les hommes peuvent jusqu'à pas d'âge faire des… En pratique, oui, mais la qualité baisse aussi chez les hommes autant que chez la femme, en fait. Oui, oui. Ouais. Pas dans la même… Non. pas autant rapidement. Hein. Les hommes, quand même, s'ils n'ont pas de problèmes de fertilité à la base, ils restent fertiles plus longtemps. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des études de plus en plus qui montrent qu'aussi il y a donc des problèmes avec l'ADN spermatique, il y a plus de fragmentation, etc. Et il y a des études qui ont montré quand même un peu plus de risques de malformation et d'anomalies chez les enfants nés des pères très âgés.
Oui, indépendamment de la fertilité. ouais, Donc, ouais. plus de Mais risques voilà, sur le futur bébé. tout à fait, tout à fait. Et puis, au niveau donc des techniques, alors là, évidemment, on a parlé de la méthode repas. Effectivement, on en parle parfois, le fait que deux femmes peuvent, il y en a une qui va donner ses ovocytes, l'autre porter l'enfant. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et puis, je pense qu'on a un petit peu vu au niveau des traitements, vraiment. Et après, il y a aussi les techniques. Alors, je vois qu'il y avait une question sur MatriceLab. Qu'est-ce que vous utilisez justement, vous, en cas Alors, j'imagine quand on fait MatriceLab, c'est plutôt qu'on a un échec parce que ce n'est pas en première intention qu'on va faire des examens, parce qu'en principe, voilà. Lorsqu'il y a un échec d'implantation ou des fausses couches, est-ce que vous avez recours à MatriceLab? Enfin, quels sont les instruments que vous utilisez? Alors ça, vous abordez un sujet aussi très délicat parce que c'est toujours quand est-ce que on commence à faire des tests qui, certains peuvent être invasifs et évidemment ça rentre en jeu l'individualisation. Comme vous dites, je ne vais pas demander un test de réceptivité endométriale à chaque patiente qui rentre par la porte. Ça n'a pas de sens, OK? Mais effectivement, en cas d'échec répété, si on pense que les autres causes d'échec sont exclues, parce qu'il faut toujours penser que dans les échecs d'implantation, l'embryon joue un rôle fondamental. Donc, une fois qu'on pense que l'embryon était de bonne qualité, il avait toutes ses chances. Normalement, après 2 échecs d'implantation, on propose aux patients de passer par des tests de réceptivité. En Espagne, on a plus l'habitude d'utiliser le test ERA-test ou endométrio. Donc, c'est un test sur une biopsie endométriale prélevée au moment auquel on aurait fait un transfert. Et sur des tests génétiques sur le tissu d'endomètre, on va regarder la fenêtre d'implantation au niveau hormonal et on va regarder aussi s'il y a une endométrite, soit une infection, inflammation chronique de l'endomètre et surtout, et de plus en plus, moi je pense que c'est là qu'on va focaliser notre attention sur la microbiote. Parce qu'il y a de plus en plus des démonstrations qu'une microbiote déséquilibrée, ça diminue jusqu'à la moitié, donc jusqu'à 50% la probabilité d'implantation d'un embryon. Et si on faisait un test de la microbiote à tout le monde, on trouverait qu'une bonne partie, peut-être entre 25 et 30% des personnes ont une microbiote altérée. Ça peut être altéré, encore une fois, pour le style de vie, le régime, et aussi voilà, des conditionnants ou des infections aussi, évidemment. Ouais. Là, on en parlait hier justement de ça, la prise d'antibiotiques aussi, parce que dès qu'on prend des antibiotiques, voilà, le microbiote. Alors c'est vrai que ça, c'est le microbiote au niveau de l'utérus, de l'endomètre. OK, donc là, MatriceLab, vous allez à la place de MatriceLab, l'équivalent, c'est finalement l'endométrio, où c'est le... Pas exactement la même chose. Pas la même chose. MatriceLab, il est très utilisé en France, dans les pays francophones. Et voilà, quand je reçois le résultat de MatriceLab, je vais personnaliser les transferts en fonction du résultat du MatriceLab. Il est plus focalisé sur l'immunité. Ils ne vont pas regarder exactement les mêmes paramètres. Donc, en MatriceLab, nous donne certaines informations et l'endométrio ou ERA-test nous donne d'autres informations. En tout cas, il faut toujours regarder les résultats dans les contextes de chaque cas. Parce que, encore une fois, tous ces tests, au niveau de l'évidence scientifique, il y a quand même des études qui ont dit qu'effectivement, on peut pas, les résultats ne sont pas tellement sûrs et certains. Donc, je pense qu'on ne va pas commencer à demander des tests de réceptivité endométriale à tout le monde. Et quand on demande un test de réceptivité et on reçoit un résultat, le médecin doit toujours interpréter ça
selon le cas spécifique de la patiente. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que finalement, ces tests montrent certaines conclusions, mais ce n'est pas des conclusions noires ou blanches. Ça pourrait expliquer des échecs, mais de nouveau, c'est pas, voilà, les études n'ont pas montré de résultats, des résultats prometteurs, mais pas des résultats parfaits. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, on se pose la question quel type de test et quelle approche on va ensuite utiliser. Et ça, c'est toute la question. Et c'est pour ça que l'individualisation est importante. Exactement. Et puis, justement, alors hier, on a eu un live où on parlait des nouvelles techniques qui viennent à la mode parce que, en fait, sur ce groupe, justement, maintenant, je pense que la médecine pour les médecins doit être un peu compliquée de nos jours parce que vous voyez des patients qui finalement viennent vers vous en vous disant « mais moi, j'ai entendu parler de ce TED, je veux le faire ». C'est plus vous, le médecin, qui dites « voilà, moi, je suis le médecin, selon votre situation, je pense qu'il faudrait faire ça ». Et là, c'est vrai que beaucoup de gens sur les réseaux, sur les forums, parlent entre elles. Et puis, quand il y a une réussite avec un certain test ou une certaine chose, les gens ont beaucoup d'espoir. Donc, du coup, viennent vers vous en disant « ah, mais moi, je veux faire tel ci, tel ça, etc. » Et c'est le cas notamment de trois choses qui ont apparu justement sur le groupe ces derniers temps. Et on va les détailler, c'était le PRP, donc le rajeunissement des ovaires. C'était le PGTA non invasif et c'était aussi, je vais y arriver, à chaque fois j'oublie le troisième, le KIR HALA qui est aussi ce côté immunité et autres. Et quelle est votre expérience par rapport à ça? Est-ce que vous utilisez ces traitements et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. OK. Alors, tout d'abord, merci. Moi, je pense que je suis contente de travailler avec les patientes dans une période où les patientes sont informées. C'est vrai aussi que le rôle du médecin, ça reste le rôle de dire « OK, madame, vous avez beaucoup d'informations, je vais mettre de l'ordre et surtout vous expliquer ce que je pense peut être utile à vous, les techniques voilà, qui peuvent être prometteurs, on va les appliquer ou pas, mais en sachant que le médecin, il peut expliquer au patient, il a le devoir d'expliquer au patient pourquoi on propose une technique et pourquoi on ne propose pas en routine une autre technique. Alors, on se base sur celle qu'on appelle evidence-based medicine, donc, c'est-à-dire la médecine basée sur l'évidence scientifique. Des techniques que vous avez mentionnées, donc le PRP, le PGTA non invasif et le KIR. Je pourrais dire que le PGTA non invasif, c'est la seule que je pense qu'aujourd'hui, ça donne vraiment de l'espoir parce que finalement, c'est une technique qui se base sur les mêmes tests qu'on fait sur les PGTA invasifs, avec un degré de précision du résultat qui s'approche de plus en plus au PGTA invasif. Mais l'idée derrière, c'est de dire si un embryon, il a les chromosomes qui sont normaux ou pas. Et donc ça, clairement, c'est quelque chose qui a déjà beaucoup de démonstrations scientifiques très fortes. C'est encore la technique qui doit être vraiment… voilà, c'est ce que je discutais avec… Voilà. Mais à la base, donc la logique est la même du PGTA invasif. Et donc, c'est-à-dire, est-ce que je propose un PGTA non invasif à qui, comment, combien ça coûte, voilà, il y a tout des choses qu'on va mettre. Évidemment, le jour que le PGTA non invasif, ça va nous donner le même degré de sécurité que le PGTA invasif, avec moins de manipulation des embryons, avec le même coût, mais évidemment, c'est clair qu'on va appliquer le PGTA non invasif pratiquement à toutes les patientes. Oui. Mais encore une fois, à toutes les patientes, nous, on propose le PGTA beaucoup, de plus en plus, mais quand il y a une indication, soit quand la patiente risque d'avoir un nombre d'embryons avec des anomalies qui est supérieur, disons, à 50-60%.
Donc, normalement, on propose ça aux patientes qui ont plus que 38 déjà. Et sûrement, après les 40 ans, on propose ça. Et parfois, évidemment, quand aussi on a des graves problèmes de sperme, là aussi, on ne parle jamais du fait qu'on peut avoir des embryons qui ont des anomalies à cause du sperme. Donc, si on a fait un diagnostic sur le sperme, on peut appliquer donc ensuite le PGTA aux embryons. Et encore, dernière, mais voilà, c'est quand les patients vraiment sont porteurs d'une maladie génétique, d'une mutation, etc. Ça, c'est clair. Les deux autres techniques, c'est vraiment, il y a aujourd'hui l'état de l'évidence scientifique pour les deux autres techniques, le PRP et le KIR, n'est pas suffisant pour décider qu'on applique ça en routine. Et au contraire, moi, je pense que, par exemple, le PRP, il y a un certain degré d'invasivité et surtout, si c'est pour le rajeunissement. Ah, voilà, c'est difficile pour les francophones aussi. Oui, oui. C'est un mot compliqué. Voilà, c'est pour rajeunir les ovaires. Je pense qu'on va donner que de faux espoirs aux patientes, personnellement. Et donc, il faut vraiment voir avec la patiente, si c'est une patiente, surtout une patiente qui a 42, 43 ans, elle pense qu'elle peut avoir un bébé grâce à ça. Je pense qu'on fait perdre beaucoup de temps et d'argent avec des faux espoirs, personnellement. C'est ce qu'on disait hier. J'avais vu une vidéo faite par quelqu'un de IVF Spain qui disait que le souci, c'est qu'on a certains, une bonne, en anglais, outcomes, des bonnes choses qui sortent du PRP, comme parfois plus de follicules ou un AMH qui monte, mais on ne sait pas vraiment si c'est rapport cause à effet, en fait. Ça, c'est un problème. Mais par contre, au niveau de la qualité des ovocytes, ce rajeunissement n'a pas d'impact. Il ne va pas rajeunir au niveau du nombre de chromosomes qui sont bons. Enfin, le problème, voilà. Donc, finalement, ce qui compte, et je dis toujours que la patiente, quand elle rentre par la porte, elle veut savoir, possiblement d'une manière très sincère, quelle est la probabilité d'avoir un bébé dans les bras. Moi, je dis toujours, on n'est pas là pour faire des FIV, on est là pour avoir un bébé. Donc, on va appliquer la technique qui va vous donner des chances réelles d'avoir un bébé, d'être parent, d'être maman, dans un délai raisonnable. Et donc, c'est aussi comme des techniques parfois ou des stratégies qui étaient très à la mode il y a une dizaine d'années. Aux États-Unis, il y a un groupe qui avait lancé les traitements ou les pré-traitements avec des HCA pour aussi booster la réponse ovarienne, etc. Mais finalement, on a tous essayé de donner du DHA à nos patientes. Peut-être on a observé quelques follicules de plus, mais on n'a pas vu plus d'enfants nés. Ça, c'est le problème. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Il y a pas, c'est ce que on essayait de dire, mais c'est bien qu'on l'ait d'un médecin aujourd'hui. Ok, et puis par rapport au KIR HALA, parce que ça, j'ai encore plusieurs fois des emails de personnes qui me disent moi, je vais trouver une clinique qui puisse me trouver la donneuse qui a un KIR, etc. Et alors, avec Julie, vous savez qu'on travaille avec Fertiline, on travaille avec aussi tout ce qui est les problèmes immunitaires. Et c'est vrai que ce KIR HALA, pour moi, l'idée, c'est quand même qu'on est fait pour accueillir un embryon et que le corps est fait quand même pour l'immunité, quand elle marche bien, est fait quand même pour se moduler. Et le fait d'avoir un rapport vraiment, et qu'on peut ne pas être réceptif à un embryon tel ou tel, ça me semble, voilà. Mais c'est intéressant d'avoir votre idée. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est un peu aussi, j'ai une petite manie pour l'immunité, mais c'est vrai que c'est on en discutera, ça sera intéressant. une boîte noire de la fertilité. Justement, on est capable d'étudier tout, les cellules, les embryons, l'endomètre séparément, mais le moment où un embryon il est dans l'utérus, là, on n'est pas présent.
Donc, on peut imaginer beaucoup de choses. Ce qu'on sait, et c'est clair, et c'est démontré, que les patientes qui ont des troubles immunitaires, on trouve souvent des thyroïdites auto-immunes. J'ai aussi une petite manie pour la thyroïde. Ça, on sait que la réceptivité peut être altérée. Mais comment il faut traiter un trouble immunitaire et comment on peut arriver à un diagnostic? Probablement, on n'a pas les moyens adéquats. Alors, pour répondre à la question, est-ce que vous faites le test KIR, HLA, etc., on fait de temps en temps, hein, surtout à la demande des patientes, quand les patientes vraiment ont essayé tout et n'importe quoi. Finalement, pour nous, c'est réaliser un test HLA à la donneuse et chercher de faire un matching. Mais là, je n'ai pas assez de données personnellement pour dire, OK, la fois qu'on a fait ça, ça a marché. Je pense, comme vous dites, que finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Ce n'est pas simplement trouver une donneuse avec la HLA, etc. Oui, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que souvent, alors moi je discute avec les médecins des cliniques, souvent les médecins, enfin les cliniques décident quand même de pratiquer certaines choses, typiquement le KIR-HLA ou je ne sais pas si vous proposez quand même le PRP de temps en temps ou non, non. Voilà, ça pas du tout, mais il y a certaines cliniques qui le font ou qui sont en train d'étudier, ils le proposent parce que les patients vraiment le veulent et puis pour elles c'est un espoir, mais comme vous dites, voilà, et le diagnostic préimplantatoire non invasif, vous avez commencé à étudier un petit peu ou... On va lancer ça bientôt. Nous, on est aussi dans un processus de changement de locaux. Oui, et c'est donc, vrai. on a, oui, on a beaucoup de changements. Donc, on va on est un peu à l'étroit actuellement. Et donc, on va bientôt déménager. Et donc, on attendra d'être dans les nouveaux locaux parce qu'on va avoir plus d'incubateurs pour pouvoir faire aussi ce type de tests. Mais mon intention, c'est effectivement d'appliquer des PGT non invasives. À ce moment-là, on peut augmenter le nombre de patientes qui peuvent bénéficier de ça par rapport à PGT invasif. D'accord, ouais. Bon, ça, c'est, je trouve intéressant. Mais comme vous dites, moi aussi, c'est vraiment le traitement que je trouve le plus, enfin, qui paraît vraiment prometteur. Ok, alors bon, je vais vous poser. On n'a pas beaucoup de monde. Je suis désolée aujourd'hui. Peut-être que voilà, mais bon, de toute façon, on va rediffuser. Hein, donc il y aura pas mal de gens qui auront accès. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de parler. Hein. Euh, alors, j'imagine que dans votre laboratoire, vous avez les choses nécessaires. Alors, vous parlez des incubateurs, Timelapse, je pense que c'est un petit peu... Exactement, on a le time-lapse, on l'utilise beaucoup et surtout aussi pour regarder effectivement l'évolution embryonnaire. On pourra revenir aussi sur toutes les procédures de fécondation a posteriori. Donc, on a aussi toutes les sélections des spermatozoïdes avec les méthodes fertiles, MAX, voilà, IMSI, ICSI. Donc, tout ça, on a un andrologue dans l'équipe qui peut vraiment aussi consulter avec les messieurs, hein, qui sont un peu oubliés aussi, pauvres. Oui, souvent, mais c'est bien parce que c'est vrai que souvent, on porte vraiment l'attention sur les femmes et puis et monsieur n'est pas assez analysé, donc c'est très, très bien, d'accord. Surtout que des fois, le problème ne vient que de monsieur. Pardon? Souvent, le problème vient souvent ouais, que de monsieur. Alors souvent le problème, il est des deux côtés. En fait. Oui. Quand il y a une infertilité, c'est très souvent quand même des deux côtés. Et c'est vrai que malheureusement, les médecins encore, et je pense surtout en Suisse, en France encore, sont vraiment focalisés. Alors, c'est pas de nouveau, c'est pas une généralité. Une règle. Hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, et Dr Moffa, si vous êtes intéressé, en tout cas, vous en verrez avec Fertine, on a un urologue, andrologue qui va venir parler justement de ces messieurs parce qu'on veut vraiment les mettre à l'honneur pour parler de tous les troubles au niveau du sperme et ce que ça peut aussi comporter dedans. Et puis comment on peut aussi travailler ça.
Donc ça, on vous informera aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même quelqu'un qui va étudier aussi l'homme pour pouvoir déjà proposer la meilleure technique. Et puis voilà, discuter d'un ce qui peut être fait. Alors, je ne sais pas quel est le champ, quel est votre champ de manœuvre justement, quand il y a une qualité de sperme qui n'est pas très bonne. Évidemment, on sait que les traitements médicaux pour les problèmes de sperme ne sont pas énormes. Il y a certains cas, mais très peu, donc on peut aussi donner des traitements par hormones, mais sinon, la plupart des fois, on donne des traitements par antioxydants, multivitamines, antioxydants pour booster un peu aussi la mobilité, pour réduire la fragmentation d'ADN, etc. Évidemment, un bon diagnostic permettra aussi, si c'est nécessaire, de, je ne sais pas, corriger un varicocèle, faire une petite intervention chirurgicale, ou dans les cas extrêmes d'une azoospermie, on peut faire des biopsies testiculaires, évidemment. Notre andrologue, il peut faire une biopsie testiculaire si c'est nécessaire. Donc, toutes les techniques sont appliquées et le laboratoire, ils sont capables de retrouver même un seul spermatozoïde perdu quelque part. Super. Alors, on a quand même deux, trois questions. Je te laisse les poser, Julie. Ouais. Alors, sur un utérus polymyomateux, est-ce qu'il y a des chances avec une FIV avec don d'ovocytes? Alors, la réponse, en bref, c'est oui. Il faut voir si cet utérus polymyomateux, si les fibromes sont positionnés s'ils gênent ou pas l'implantation. En gros, je suis en train de dire que c'est la taille, mais surtout la localisation des fibromes qui doit être évaluée pour décider s'il faut faire une intervention avant la FIV, que ce soit en don d'ovocytes ou pas. Mais en don d'ovocytes, on part sur des statistiques qui sont très bonnes parce que l'embryon, théoriquement, il est bon. Donc, actuellement, nous, les blastocystes à provenance de don d'ovocytes qu'on transfère, ils ont individuellement 60% des chances d'implantation avec 50% des chances de naissance. C'est toujours important de dire aux patientes le taux de naissance. Nous, on a choisi d'être courageux sur notre site Internet. On donne les résultats par naissance, pas simplement par test de grossesse ou par grossesse évolutive à l'échographie, par naissance. C'est ça l'important. Peut-être qu'alors, par naissance, c'est un tout petit peu plus faible, mais c'est ce qui compte finalement. Tout à fait. Ouais, donc en fait, on vous invite, en tout cas, si vous le souhaitez, à soumettre votre situation au docteur Moffa, parce que de nouveau, là, on est vraiment dans le traitement individualisé. Il faut vraiment voir par rapport à où sont les fibromes, voilà, si c'est possible ou pas. Après, on nous parle d'anticorps antithyroglobulines très élevés. Oui, donc comme je disais avant, la thyroïde aussi, c'est un peu une petite manie que j'ai parce que des niveaux faibles de fonctionnement de la thyroïde, même si dans la vie de tous les jours, on n'a pas des symptômes, même si sur les paramètres classiques, on ne considère pas une trouble thyroïdien, quand on démarre des traitements par hormones et quand on tombe enceinte, un dérèglement de la thyroïde, même très faible, peut être la cause d'une fausse couche précoce et notamment un trouble de l'auto-immunité. C'est très fréquent. Les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes que chez l'homme, en général. Et donc, dans les femmes en âge de reproduction, on fait toujours, nous, un test de la thyroïde et on cherche aussi des anticorps parce que c'est un signe indirect d'une thyroïdite auto-immune. Et donc, il faut suivre soigneusement le niveau de la fonction thyroïdienne tout au long des traitements et, si c'est nécessaire, corriger par traitement hormonel avec lévothyroxine. Et parfois, on donne aussi des corticoïdes en faible dose ou de l'aspirine pour maximiser les chances de réussite du traitement. Tout à fait. Donc, ça ne sera pas une contre-indication à une FIV d'eau, par exemple. Il faudra juste un suivi un petit peu plus poussé. Non, ce n'est pas une contre-indication absolue. Non. Pour autant que
on contrôle la thyroïde, qu'elle fonctionne bien, qu'elle ne soit pas… Parce que normalement, on voit que même une patiente qui est bien compensée, quand elle tombe enceinte, ça se décompense un peu. Ouais, d'où la proposition de vraiment tester avant et tester même au test de grossesse et même quelques semaines Oui. après. Ah non, on fait un suivi, on teste la TSH très souvent tout au long du traitement et surtout si la patiente tombe enceinte pour corriger les doses du traitement. Et on sait que la thyroïde doit être, le niveau de la TSH doit être moins élevé quand on a une expectative de grossesse que… Exactement, exactement. Parce que si on regarde les paramètres normaux. Normaux, c'est jusqu'à 4, je pense. C'était peut-être des laboratoires. Mais nous, on demande, on aime bien que la patiente reste inférieure à 2, grand maximum 2,5, si elle envisage une grossesse. Tout à fait. Merci beaucoup. Sur une patiente endométriose, adénomiose et plus de 40 ans, est-ce que vous recommandez de prime abord des examens ou des traitements spécifiques? Ça dépend, voilà, si c'est pour une FIV ou pour un don, ça dépend. Normalement, une patiente qui a une endométriose, une adénomiose, elle peut avoir d'un côté des problèmes au niveau des ovaires, hein, et donc de la réserve ovarienne, mais aussi, imaginons que la patiente, elle passe au don d'ovocytes, en tout cas pour le transfert, il faudra faire une étude aussi de la cavité utérine, parce qu'on sait que l'adénomiose, ça ne s'opère pas. Ça, et donc, parfois, on donne des traitements pendant quelques temps avec des médicaments qui mettent l'utérus au repos, pour dire ça d'une manière un peu simple. Donc, c'est clair qu'il faut faire une étude de la cavité utérine. Oui, donc tout dépendra de l'AMH, de la qualité de l'utérus pour avoir une FIV avec ses ovocytes ou se Exactement. vers une FIV. Et s'il y a des kystes d'endométriose à l'intérieur de l'ovaire, il faut voir la taille des kystes. Normalement, nous, les médecins de la reproduction, on est très conservateurs. On n'aime pas qu'on opère les ovaires. Mais c'est clair que s'il y a des gros kystes d'endométriose, il y a un moment où il vaut mieux les retirer. Mais si c'est possible, on peut faire une FIV avec une endométriose, mais il faut d'abord évaluer la réserve, donc l'AMH. Ok. Bon, là, j'ai pas d'autres questions en particulier. J'en avais une en privé qui me disait combien de temps vous conseillez d'attendre entre deux FIV. Ok, ça dépend. Normalement, on peut attendre de moins en moins. Ça dépend de la réponse ovarienne à la FIV. Aujourd'hui, on sait que si la réponse a été faible, à la limite, on peut même enchaîner 2 stimulations sur le même cycle. Au contraire, on fait ce qu'on appelle une duostime. Donc là, c'est même pas un cycle. Mais si la réponse ovarienne a été très forte, donc la patiente a eu plusieurs follicules, plus qu'une dizaine, etc., peut-être au moins 2 cycles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médicaments qu'on a, on peut aussi induire une chute hormonale très rapide et enchaîner pratiquement une deuxième stimulation. Ok. Moi, j'avais une question au sujet, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé forcément avec Esther. Est-ce que vous proposez l'adoption d'embryons chez Fertilab? Est-ce que c'est aussi quelque chose et comment ça se passe? Parce que voilà, certaines cliniques, enfin voilà, dites-nous un petit peu si vous le proposez et puis comment ça se passe chez vous. Oui, je peux peut-être répondre. On propose l'adoption d'embryons. Nous, on a une banque d'embryons, des embryons qui sont laissés en adoption et qui sont déjà cryopréservés dans la banque. La plupart sont J5 parce que comme on fait tous les cycles déjà à blastocystes à la base, les embryons surnuméraires qui restent et qui sont donnés à la banque, c'est toujours des blastocystes qui sont congelés individuellement. Les embryons, ils sont à provenance des femmes qui ont moins que 35 ans. Donc, ça va de soi
qu'il y a très peu d'embryons dans la banque qui proviennent d'une FIV. Oui. La plupart, c'est à provenance des cycles de dons d'ovocytes. Alors, ça veut dire que dans certains cas, le sperme, c'est le sperme de couple, dans monsieur, et dans certains cas, ce sera le sperme aussi d'un donneur, ça dépend. C'est clair que pour qu'on puisse décider qu'un embryon, il est donné à la banque et donc ensuite à une patiente, on va regarder qui correspond à des critères de sécurité du don, en tout cas. D'accord. Je vois qu'il y a juste une personne qui a posé la question sur le don d'embryon juste au moment où je la posais. En même temps. Et du coup, alors, la personne posait la question sur le prix. Je ne sais pas si, Dr Moffat, vous avez comme ça une idée du prix. Ouais, j'ai une idée, j'aime pas, je dis toujours aux patients, je sais pas très bien, j'ai une ordre, mais non, je sais, plus ou moins sur le don d'embryon, on est sur les 3500 plus ou moins. Esther, tu vas me corriger. Mais évidemment, ça, les prix, je pense que c'est pas là où on va en parler parce que, en tout cas, avec les associations, les prix en général sont. Il y a une réduction. Et en réduction. Donc, je ne veux pas donner des choses qui sont… Mais voilà, on peut dire que par rapport à un don d'ovocytes, c'est plus ou moins la moitié, voire un tiers dans le don d'ovocytes en fonction des stratégies. Voilà, donc en tout cas, on vous invite, si vous souhaitez vous mettre en contact avec la clinique Fertilab, c'est de en fait, nous contacter d'abord, comme ça, nous, on relaie le contact, ou en tout cas nous mentionner, comme ça, vous pourrez avoir ces tarifs préférentiels. Voilà, donc c'est tout, c'est mieux pour vous. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Excusez-moi, oui, concernant l'adoption d'embryons, normalement, le prix il est de 3 500 €, mais pour les patients qui viendront de votre part, de quelle clinique il y a fertilité, ils auraient un 8% de réduction, donc le prix serait de 3 220 €. Voilà. Donc, comme ça on est transparent. Mais de toute façon, on a tous les prix, et puis la clinique aussi pourra vous donner tous les prix. Et puis après aussi, je pense que c'est aussi intéressant de discuter avec le médecin quelle est la meilleure stratégie, don d'ovocytes, double don d'embryon, sachant est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas, c'est que quand même les embryons qui sont donnés pour le don sont peut-être un peu moins qualitatifs, puisque c'est ceux qui sont en deuxième, troisième intention du couple, finalement. Ça, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde les statistiques, ça reste des très bonnes statistiques parce que l'ovule est à provenance d'une femme jeune, mais on peut dire qu'on a autour de 50% de chances, voire 40-45% de chances d'accouchement. Donc, c'est un peu plus faible parce que justement, dans la plupart des fois, les meilleurs embryons du cycle a été déjà transféré et probablement ça a donné un bébé. C'est pour ça que les patients décident de laisser les embryons surnuméraires. Donc, la plupart des fois, c'est justement ce que vous dites. Mais ça reste une bonne statistique. Parce que sinon, il ne serait même pas congelé. Donc, il faut dire que dans un cycle de fécondation, on ne congèle pas toutes les blastocystes simplement parce que c'est des blastocystes. On congèle des blastocystes de haute qualité. Donc, il n'y aura jamais un embryon de mauvaise qualité dans la banque. Mais, comme vous dites, la priorité a été donnée au meilleur embryon de cycle en première instance. Moi, si on parle de stratégie, je voulais peut-être dire que justement pour accompagner les patientes dans l'obtention de la grossesse, on donne aussi des garanties parce qu'on sait que la médecine de la reproduction, même si on a des super technologies, même si on applique les bons traitements à chaque patiente individuellement, les chances de réussite ne sont jamais 100%. Et justement, en cas d'échec, c'est la patiente, ça retombe sur la patiente ou sur le couple. Donc, quand nous, on donne des garanties, on est en train de partager les risques d'échec. Donc, on donne des garanties sur le nombre, par exemple, de blastocystes disponibles
dans un cycle de don d'ovocytes. Et aussi, on donne des garanties de grossesse dans le don d'ovocytes ou dans le don d'embryon aussi. On a une assurance avec naissance. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la patiente est couverte même si malheureusement elle fausse couche. Si elle est dans la garantie, elle est couverte. Oui, alors ça c'est clair que nous, avec Julie, on aime bien travailler. Enfin, je pense qu'on n'a que des cliniques qui proposent des garanties parce que, je veux dire, il faut au minimum, alors ça dépend évidemment, enfin, comme vous disiez, c'est un partage des risques. Donc, plus vous allez proposer d'embryons disponibles, plus c'est un risque qui augmente pour la clinique. Donc, le tarif du traitement sera plus élevé, forcément. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de discuter quelle est la stratégie. Est-ce qu'on mise sur un embryon, deux, trois voilà. Et puis, chaque clinique a des propositions. Et puis, il y a aussi des garanties grossesse que proposent certaines cliniques, donc Fertilab. Et là, évidemment, c'est un traitement qui est plus cher parce que la clinique prend le risque de l'échec, c'est-à-dire que s'il y a un échec, elle vous repropose un traitement ou vous rembourse, ça dépend de la situation. Et là, d'un autre côté, moi j'aime bien les garanties naissance parce qu'on se dit, oui, on a payé une somme plus élevée, mais au moins on sait qu'on va avoir une naissance. Ce qui est, je trouve, horrible, et nous on a souvent des retours comme ça, des gens qui ont dépensé des dizaines de milliers d'euros et qui, in fine, n'ont pas de bébé. Et ça, je trouve que même si on a dépensé des dizaines de milliers d'euros et qu'on a un bébé, c'est moins grave que si on a et qu'on n'a pas de bébé, en fait. On l'a fait si on n'a pas de bébé. Donc, c'est vrai que les garanties naissance, surtout, pas forcément que grossesse, parce que les grossesses, souvent dans les cliniques, les garanties grossesse, c'est à 6 semaines, donc c'est au test au bêta-HCG positif. Et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver entre 6 et 12 semaines et encore plus tard. Et la garantie naissance, c'est vraiment finalement, moi j'admire les cliniques qui le font parce qu'il peut arriver tellement de choses pendant la grossesse qui ne soient même pas de l'ordre de l'embryon. Hein. Ça peut être un problème au niveau de la maman. Donc c'est vraiment un pari sur la naissance d'un enfant que la clinique va donner. Donc, ça peut paraître parfois cher, mais ça a vraiment une valeur très intéressante. Moi, je pense que psychologiquement, je trouve qu'effectivement, on sait que l'objectif commun, c'est la naissance. Hein. Oui, nous, on n'est pas évidemment là pour rembourser les patientes et les patients ne sont pas là pour essayer de faire le maximum de traitements possible. Au contraire, on est tous focalisés sur arriver à avoir le bébé dans le plus bref délai. Mais si les choses vont mal, alors au moins financièrement, nous, on ouvre le chèque et on partage. Et comme vous dites, le fait que nous, on puisse se permettre de partager ces risques, ça veut dire que nous, on est confiants qu'on peut y arriver. Ça, c'est aussi une chose, c'est qu'une clinique qui va vous proposer une garantie naissance, c'est qu'elle a confiance dans sa capacité à vous donner satisfaction parce que ce qu'elle veut surtout pas, c'est vous rembourser. Donc, elle veut absolument que vous ayez un bébé. Donc, ça, c'est clair. Oui, c'est un gage de qualité. Un gage de qualité, clairement. Exactement. À part qu'on va y mettre la même énergie pour toutes les patientes, bien même sûr, si elles n'ont pas de garantie. Bien sûr. Mais c'est clair que c'est une démonstration. Voilà, ça veut dire que finalement, au niveau. Voilà. De toute façon, le laborantin, lui, la personne qui est au laboratoire, ne sait pas quelles options vous avez prises. Donc, lui, de toute façon, il va faire son maximum. La seule chose, c'est que vous savez que la clinique a la capacité, en fait, de vous donner son maximum. Et elle le fait pour tout le monde, clairement. Évidemment, ça, on l'a étudié sur la base des résultats. C'est clair que si on n'avait pas des très bons résultats, on ne pourrait pas se permettre d'offrir ce type de garantie. Du coup, en gros, il y a certains cas sur lesquels on va étudier à chaque fois, encore une fois, chaque cas individuellement. Mais il y a des cas dans lesquels nous, on dit clairement, on ne peut pas s'engager à vous donner une garantie, même si la patiente la demande. Par exemple, s'il y aurait vraiment un risque. L'adénomiose, par exemple.
très, très élevés, des malformations utérines qu'on ne peut pas corriger avec la chirurgie. Il y a des cas, c'est pas souvent, hein, la plupart des patientes sont éligibles pour les garanties, mais voilà, nous, on prend chacun, on discute, on a une réunion par semaine pour discuter les cas, entre autres les cas de garantie pour dire, voilà, on peut pas. Super. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Non. Non. Alors, ben, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On a appris plein de choses sur votre clinique aussi. On est ravis en tout cas de vous accueillir parce que c'est un peu le début de notre collaboration. Mais on a déjà entendu beaucoup de bonnes choses sur vous, donc on se réjouit. En tout cas, ce qui pour nous est important, c'est que notre rapport, la fluidité des choses qu'on peut se partager ensemble est très agréable et très facile. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on se dit que du coup, c'est aussi un gage que le patient va avoir ce même rapport avec vous, cette même facilité de communication. Donc, pour ça, c'est une chose. Et puis, nous, ben, voilà, on vous fera certainement revenir au courant de l'année pour peut-être parler d'un sujet ou d'un autre spécifique. On verra selon l'agenda. Mais en tout cas, on est ravis. Et puis ben, on vous laisse nous contacter. Donc, si vous voulez être mise en lien avec Fertilab pour pouvoir avoir justement ces réductions qu'on a pu mettre en place ensemble. Et surtout, à partir de 2023, on aura des nouveaux locaux et ce sera tout joli. Super, bah, on se réjouit. On se réjouit. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très Merci bientôt. à vous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.